Si la plupart d'entre nous pensent instantanément à la camionnette rouge des techniciens ou au chronométrage quand on parle de datasport, il y a un certain nombre de métiers et un savoir-faire reconnu loin à la ronde qui font la renommée de la marque, comme les fameuses chipvrouwen qui collent à la main l'intégralité des puces électroniques à l'arrière des dossards. J'ai eu la chance de visiter les locaux de la société où se côtoient technologies de pointe, comme par exemple une imprimante dernier cri et une presse mécanique de plus d'un siècle qui permet de réaliser les formes les plus complexes de dossards. Je vous laisse en compagnie de mon hôte, Hugo Kaplar, pour une visite guidée. Le jour de l'enregistrement, le soleil était de retour et les activités extérieures liées ont repris de plus belle. Raison pour laquelle vous entendrez parfois un ronronnement lié à des travaux. Je vous remercie de votre compréhension et je vous souhaite une très belle écoute. Bienvenue dans Au-delà du mur, le podcast pour tous les passionnés de course, qu'il s'agisse de bitume, de nature ou de piste. Que vous soyez débutant ou coureur aguerri, nous explorons ensemble la préparation physique et mentale, la nutrition et la santé pour vous aider à atteindre vos objectifs. Si vous cherchez des conseils pratiques, des témoignages inspirants et des discussions captivantes, vous êtes au bon endroit. Préparez-vous, votre voyage au-delà du mur commence ici. Hugo Kaplar, bonjour. Enchanté. Merci infiniment de me recevoir chez toi, chez Datasport, chez vous, chez Datasport. Merci pour la visite de l'entreprise. J'ai pu me plonger dans le cœur du système Datasport. C'est une marque que beaucoup de monde connaissent en Suisse. Il n'y a passablement de monde qui ont eu affaire il y a quelques semaines dans le cadre des inscriptions pour Sierzinal. Cette année, j'ai pu avoir mon dossard. Yes. Félicitations. Merci beaucoup. Je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde. Pour les personnes qui ne te connaissent pas et qui découvrent Hugo Kaplar, est-ce que tu peux nous faire un CV ? Une petite présentation rapide professionnelle. Comme on dit ici, je suis Sport Service Manager, tout simplement chef de projet. Je m'occupe d'une 20 à 25 événements selon les années, en Suisse romande en particulier, mais aussi à l'étranger, pour le compte de Datasport. Ok. Et dans la vie, t'es un sportif ou le sport, c'est seulement au boulot ? Alors j'essaye, la priorité c'est souvent le boulot, mais j'essaye autant que possible de rester coureur. J'aime bien faire des courses de ville, mais aussi du trail, surtout quand il fait de belles journées comme aujourd'hui. Ça donne envie de partir en montagne. Et puis c'est vrai que moi j'habite dans la région de Lausanne. Donc entre le Jura et les Alpes, on est assez gâtés. Donc dès que j'en ai l'occasion, j'hésite pas à prendre une petite paire de chaussures de trail. Effectivement. Là, dans le canton de Soleure, on est un peu dans une zone un peu plate. C'est quoi les activités que vous faites avec les collègues ? J'ai vu qu'il y avait passablement de bikes dans le hall d'entrée. Il y a quelques coureurs. Ça fait plaisir de pouvoir courir à midi de temps en temps tous ensemble. Et puis, pas mal de vélos aussi. Triathlète, duathlon. On a aussi de la course dans la natation. Il y a un petit peu de tout. C'est assez bien représenté. Ah, effectivement, donc vous tirez bien la bourre, quoi. C'est une saine concurrence. Ouais, c'est surtout beaucoup de petits footings pour discuter, de tours à vélo pour discuter. Y a pas... Je suis arrivé, en entrant dans le bâtiment, ce qu'on ressent très rapidement, alors il y a un certain apaisement, il n'y a pas beaucoup de bruit, il y a des grands espaces communs. C'est quoi un peu la vision Datasport ? C'est quoi cette philosophie ? Qu'est-ce que vous cherchez à amener ? Tu dis dans les espaces de travail ? Oui. Comme tu peux voir, il y a beaucoup d'espaces qui sont assez ouverts, en particulier dans les métiers comme le mien, où je pense que la volonté c'est de privilégier les échanges. Parce que ce qui est vraiment intéressant, quand on travaille ici, on se rend compte que chaque client est unique, a ses propres besoins, ses propres spécificités. Et en fait, tout ce savoir-faire, peut-être qu'aujourd'hui, mon client, je dis n'importe quoi, à Sion, il a besoin de ça, je peux peut-être le trouver chez un autre de mes collègues, qui a peut-être un client qui a un petit peu la même configuration, et puis tous ces échanges-là, ça nous apporte énormément, quoi. Et si on se plonge dans le métier, dans le job de Sport Service Manager, qu'est-ce que tu fais le matin ? Quand tu te lèves le matin, c'est quoi tes journées ? Elles sont composées de quoi ? Alors, elles ne se ressemblent pas toutes. Alors, disons, une saison, alors peut-être une semaine ou un mois atypique, alors fais-nous rêver. Les mois les plus pleins, on va dire, en fait, nous, on parle surtout en termes de saison.
Tu as la période qui est de avril à septembre, qui est la haute saison, et du coup, le reste qui est plutôt la basse saison. La basse saison est grosso modo surtout tout ce qui va être gestion de plateformes d'inscription, donc la création et l'ouverture des plateformes d'inscription, comme tu as pu le voir pour Sierzinal. Et ensuite, la haute saison, c'est vraiment la partie, on va dire, plutôt terrain, où là, on va se déplacer sur les événements. Donc si je prends un exemple comme le mois prochain, je vais avoir à peu près 3 clients différents qui sont par exemple le Tour du Chablais, qui sont l'UTMB World Series en Afrique du Sud, qui sont aussi une course locale de vélo qui s'appelle Jurace, qui sera la première édition dans les environs d'Élémont. Et puis après on va partir en Autriche, toujours avec l'UTMB World Series. Donc les journées ne se ressemblent pas toutes. Il y a des journées voyage, il y a des journées sur le terrain, dans des endroits, dans des montagnes. On a de la chance, on est quand même dans les endroits, particulièrement dans le trail, on est quand même dans des endroits assez chouettes. Et sinon, on va dire les journées standards de semaine, c'est répondre à tous les besoins de nos clients. Des besoins techniques, des besoins de... Par rapport, tout à l'heure, je t'ai montré tout ce qui est production de dossards. Savoir exactement ce qu'ils auraient besoin, leur montrer les fichiers, les visuels, confirmer un tas de choses ensemble pour que le jour J, tout soit impeccable, quoi. J'ai effectivement été très surpris de voir que vous fabriquiez également les dossards ici. Alors pour moi, Datasport, ça a toujours été le bip bip quand tu passes la ligne de départ ou tu franchis la ligne d'arrivée. Mais en fait, vous faites des visuels pour toutes les compétitions et puis vous avez une machine de laquelle d'ailleurs je suis tombé amoureux. Je publierai les images sur les réseaux sociaux qui permet de faire des graphismes et des formes très très étranges. Donc en fait, vous avez en main la production totale du dossard depuis le moment où on vous confie le mandat de chronométrage de l'événement. Vous pouvez mettre également en place le site internet pour gérer les inscriptions et vous produisez également les dossards. Ouais, tout à fait. C'est vraiment les piliers les plus importants qu'on a avec la plupart de nos clients, c'est la gestion des inscriptions, la production des dossards et ce qu'on appelle du coup tout simplement le chronométrage sur événement. C'est vraiment les piliers. Après, il y a d'autres choses qui viennent s'ajouter, parfois des aspects plus communication, marketing, mais on va dire pour la plupart de nos clients, c'est ça les services qu'on leur apporte. J'imagine que aucun événement se ressemble. Tu me parlais que tu allais aller en Afrique du Sud. Mm-hmm. Il se compose de quoi le kit du Parfait Sport Service Manager? On pourrait le résumer allez, on va rester local, on va dire un couteau suisse. Un couteau suisse au niveau des langues déjà, parce que à l'image de la Suisse, il faut parler idéalement français, anglais et puis allemand, vaut mieux le suisse-allemand. Mais effectivement, ça c'est les langues qui reviennent très souvent auprès de nos clients. Et après, en termes de compétences, en fait, c'est très varié. Parce qu'il vraiment, il y a des choses qui sont pures à tout ce qui est événementiel, donc vraiment de l'aspect organisationnel, logistique. Il y a des choses qui sont vraiment informatiques, des compétences sur certaines plateformes, outils, ce genre de choses. Et en fait, on se rend compte que ce métier-là, il s'apprend nulle part autre qu'ici. Et toutes les personnes qui travaillent chez Datasport, à ma connaissance, ont appris leur métier vraiment ici. Donc c'est un mouton à 5 pattes. Il y a aussi, j'aurais pu rajouter une chose qui est très importante, c'est relationnel. Je pense qu'on est dans un univers où il y a beaucoup, en tout cas à certains moments, beaucoup de pression. Et les contacts, tout l'aspect communication qu'on peut avoir avec nos clients, nos collaborateurs, et des décisions qu'on doit prendre des fois dans des demi-secondes, voilà, c'est vraiment le fait d'être proche des gens, c'est vraiment quelque chose qui est très important dans ce métier-là. Si on fait un retour très très rapide dans l'histoire, Datasport, c'est une société qui a été fondée en 1983, sauf erreur. Ouais. Donc je te laisse nous raconter la genèse de Datasport. J'imagine que Monsieur Datasport ne s'est pas levé un matin en disant « Tiens, si je chronométrais une course ». Alors effectivement, l'histoire remonte à un paquet de temps maintenant, parce qu'on dit... J'aurais plutôt dit 83 pour ma part. Moi aussi. Mais effectivement, ouais, c'est Claudio Galasso qui a fondé l'entreprise à cette époque-là. Et puis,
bien plus vieux que nous deux, j'imagine. En tout cas, Je pense. l'ouverture, la création d'entreprise. Et c'est vrai, dans mes plus lointains souvenirs, je pense que le chronométrage n'avait rien à voir, quoi. Mhm. Il y a eu une longue période, on utilisait ce que nous on appelle en interne des chronoprinters. Mhm. En fait, il y a des gens qui écrivaient les dossards dans l'ordre à l'arrivée, et puis un qui était sur la machine et qui notait à chaque passage, qui poussait le bouton pour inscrire le temps. Puis après, on combinait les deux fichiers. Ça s'est fait pendant très longtemps. Et aussi, je pense qu'il y avait aussi toute une technologie où on scannait des codes barres. Mhm. Ça s'est très très longtemps fait. Mhm. Et je pense que c'est plutôt dans les années, fin des années 90, 2000, on a vu toute cette technologie avec des puces. Des puces qui à l'époque étaient vraiment des puces en dur quelque part. Moi j'ai souvenir des toutes premières courses que j'avais faites, c'était des puces que tu mettais sur les lacets et que tu rendais à l'arrivée. Et ça c'est vraiment la version qu'on connaît aujourd'hui. Bien sûr, elle a été améliorée. Maintenant, on a des puces jetables. Il y a toujours ces technologies autour des tapis, comme j'ai pu te montrer tout à l'heure. Mais c'est vraiment ça qu'on utilise le plus aujourd'hui. Donc, ça a beaucoup évolué. Et la société elle-même a changé de sa forme initiale, puisque le fondateur aujourd'hui n'est plus auprès de Datasport. C'est une société qui a été revendue à la fin qui était rachetée par notre actuel CEO, Thomas Barhoffner. Il l'a racheté en 2019. Donc comme il aime à rigoler de ça, je pense qu'il a eu beaucoup de nez parce que 2019, première année 2020, Covid. J'ose la blague parce qu'il l'a fait à chaque fois, mais effectivement, le timing c'était compliqué. 2020-2021 jusqu'à début 2022, c'est des années vraiment très difficiles pour l'événementiel en général. Mais voilà, aujourd'hui, on est sur une tendance qui est vraiment très positive. On retrouve vraiment tout ce talent qu'on a connu à la fin des années 2010, où vraiment tous nos clients étaient sur des records, sur des éditions records en termes de participation. Là, on retrouve vraiment cette tendance et ça fait vraiment plaisir, pas seulement pour nous, mais pour tout le secteur, quoi. Effectivement, ça veut dire que les gens ils reprennent l'habitude de participer à des compétitions. Après le Covid, enfin pas tout le monde, mais on entendait très régulièrement dire qu'on ne va plus faire le sport comme avant. Il y a des gens qui disaient que le dossard, c'était plus forcément une priorité. Force est de constater que 2-3 années après, il y a quand même les instincts et la volonté quand même d'en découdre avec les autres lors de grands events qui revient. Ouais, je pense. Après, moi, mon avis personnel, c'est qu'il y a quelque chose de social. C'est-à-dire qu'effectivement, pour l'aspect compétition, pour pas mal de coureurs, certes, mais c'est aussi l'aspect d'aller voir ses copains, ses collègues, de participer à quelque chose ensemble. Ça, c'est vraiment très fort. Et effectivement, je pense qu'on s'attendait juste à la sortie du Covid à revoir une explosion des inscriptions, et ça n'a pas été forcément le cas. C'était plutôt à la baisse par rapport aux années pré-Covid. Et on s'est rendu compte, en fait, tous ces groupes sociaux, que ce soit, tu vois, comme on parlait tout à l'heure, d'aller courir avec ses collègues à midi, ou d'aller dans son club de course à pied, toutes ces habitudes, c'était un peu perdu. Et on reprit, mais on reprit un peu plus tardivement. C'est vraiment à partir de 2023 jusqu'à aujourd'hui, là on revoit la tendance repartir, et on voit ces groupes se réinscrire. Et il y a vraiment une plus grosse dynamique, et aussi tout ce qui est les plus jeunes, il y a beaucoup de coureurs qui sont des écoliers par exemple. Et toutes les activités autour des écoles reprennent de manière plus forte ces derniers temps. Et Datasport, vous êtes dans quoi comme sport? Est-ce que vous avez un sport cible? Ou est-ce que vous êtes que dans le sport, dans le sport, course à pied, etc., vélo? Ou est-ce que vous êtes aussi dans le sport automobile? Ou pas du tout. L'activité est centrée sur... moi, je la résume sur sport de masse ou sport populaire, en fait. Là, on peut vraiment avoir des milliers de personnes en départ. Et effectivement, ça se concentre autour de la course à pied, telles que des marathons, des courses de ville, des trails, ou même des courses, des cyclos sportives. On en a pas mal en Suisse. Mais aussi, on a tout ce qui est sport d'hiver, comme ski de fond. On va avoir aussi, on a quelques jolis événements de ski de descente. Et après, voilà, d'autres sports, mais qui sont un peu ralliés à ces tout premiers que j'ai cités. Par exemple, des duathlons, triathlons. Et je dois sûrement en oublier un quelque part, mais effectivement, si on a notre chouchou, on a une course
de luge qui est chronométré. Tout ce qui peut être chronométré, n'hésitez pas à nous contacter, on a cette capacité-là. Elle est où cette course de luge? Je suis en Suisse allemande, je ne saurais pas te dire où exactement. Mais ouais, puis même si c'est chronométré, ouais, c'est pareil, c'est un cadre très Effectivement. bon esprit. C'est surtout pour aller boire le vin chaud, je pense, après. Oui, alors effectivement, j'imagine l'ambiance, ça va quand même être, ça va quand même être pas mal. C'est quoi le premier événement que Datasport a chronométré? Tu t'en souviens? Ah tu non, sais non, je n'étais pas là, malheureusement. Et le plus gros événement que Datasport chronomètre? Le plus gros qu'on ait chronométré en nombre, Oui. c'était l'escalade l'année dernière. L'escalade à Genève. Est-ce qu'il faut le préciser? Je sais pas. C'est bien de le préciser, il n'y a pas tout le monde qui sait. Je le savais, mais il n'y a pas tout le monde qui sait, effectivement. On est arrivé jusqu'à, je crois, une impression de, sans dire trop de bêtises, entre 55-56 000 dossards imprimés. Mais si mes souvenirs sont bons, on est sur un événement qui est sur 48 heures, samedi, dimanche. Et ça, c'est le plus gros qu'on a eu. Il faut dire qu'un événement, c'est difficile de dire qu'un événement moyen, mais on va dire que 80% de nos clients sont des événements qui sont entre 300 et 2000 personnes. Donc quand on passe directement à 56 000, c'est vraiment une sacrée... C'est vraiment des très très gros projets. Et là, en face de nous, c'est pas simplement... Il y a bien sûr des associations qui constituent ces organisations, mais il y a aussi, voilà, c'est des employés qui sont là l'année. On est dans une collaboration vraiment presque chaque semaine de l'année, quoi. Effectivement, ouais, là, pour 50 000 dossards, ça vous prend combien de temps pour imprimer ces 50 000 dossards? Ça prend, on va dire, vraiment la partie impression, c'est relativement rapide. On parle de plusieurs jours. Oui, ouais, quand même. C'est la partie préparation. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les dossards, on essaie de les imprimer le plus tard possible. Pour la bonne raison, c'est que la plupart des gens et des organisateurs souhaitent avoir le nom sur le dossard. Donc et avoir les quantités les plus proches de la réalité. Donc on va les imprimer en règle générale une semaine avant l'événement. Et on va les livrer nous-mêmes à l'heure de l'événement. Donc la plupart des impressions, elles sont faites en quelques heures, voire quelques jours pour les plus grosses. Et l'aspect confection, c'est-à-dire le fait qu'on vienne mettre la chip, qui est une sorte de sticker qu'on vient mettre au dos du dossard, ça c'est fait manuellement par notre équipe. Et ça, selon les besoins, là, quand on parle de 55 000, c'est plusieurs jours, voire presque sur une période de 2 semaines qu'elles sont présentes pour faire ça. Et c'est encore plus de travail quand on arrive sur des sports comme on a par exemple du ski de fond avec le Enganinshi Marathon, on est sur plusieurs dizaines de milliers de participants. Et là, c'est des chasubles avec des puces qu'on met derrière. On va rajouter un tas de choses, de bons, de genre de choses dans une enveloppe. Ça, c'est encore plus de travail manuel. Et effectivement, ça peut être sur plusieurs semaines aussi. Donc c'est très variable. Une petite course, entre guillemets, petite, de, je sais pas, 500 personnes peut être imprimée et confectionnée en quelques heures. Et ce qui m'a frappé, justement, c'est de voir cette immense machine qui fait plusieurs mètres de long, qui imprime les dossards, et de voir quelques mètres après, justement, ces deux dames qui collaient les clips à la main. Donc il y a quand même des opérations qui se font manuellement, y compris pour 50 000 dossards. Donc la répétition est quand même réelle. Et puis je pense que le soir, quand elles rentrent, elles doivent compter les dossards pour s'endormir. Ouais. Alors, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour ces dames, parce qu'il n'y a que des dames dans cette équipe. Parce que très rarement, j'ai même pas souvenir là à l'instant d'une erreur. Je pense que dans toutes les années où j'ai pu travailler chez Datasport, j'ai dû avoir entre les mains des milliers et des milliers de dossards. Je n'ai jamais trouvé un dossard, par exemple, avec une chip d'un numéro qui ne correspondait pas au numéro en face de l'impression. Et pourtant, moi, ça m'arrive de le faire des fois pour donner un coup de main. Une erreur peut être vite arrivée. Et sincèrement, j'ai jamais vu d'erreur de ce type lors de la confection. Elles sont vraiment, je pense, très très douées, très minutieuses et très organisées. Mais il y a
Ouais, je trouve qu'il y a un petit talent quand même. Absolument. Et vous leur avez d'ailleurs donné un joli petit nom. Alors ici, en interne, on les appelle les Chipfrauen. Type Frau. Je sais pas si c'est le plus joli, mais c'est de dire les femmes qui, quelque part, s'occupent des chips, mais c'est un petit nom et entre nous, c'est un peu affectif, je pense, presque. Oui. Bah, Parce qu'on a beaucoup de, comme je te disais, j'ai de l'admiration pour elles parce qu'elles font un gros job et puis elles le font vraiment de manière tip-top, quoi. donc au niveau des dossards, on sait que c'est quelque chose de précieux et hyper critique. Avant, on se disait que les gens ils veulent recommencer à courir, à participer à des événements, à faire des chronos et puis à se tirer un peu la bourre. Mais pour ça, il faut qu'il puisse y avoir des dossards. Est-ce que vous avez déjà été confronté une fois à un événement où malheureusement il n'y a pas eu de dossard pour les participants? Alors non, heureusement pour nous, on a toujours eu un dossard pour chaque participant inscrit. Euh, mais il peut avoir effectivement quelques petites aventures. Enfin moi j'ai eu un cas en particulier où effectivement le transporteur, je vais pas le citer, je vais pas faire de la mauvaise pub, mais un transporteur international a égaré notre colis. Et on s'est retrouvé à 24 heures de l'événement sans les dossards de plusieurs milliers de personnes. Et notre chance et notre force, quelque part chez Datasport, effectivement, comme tu le disais, on a la possibilité de produire en interne et on a plusieurs personnes du coup de l'impression qui sont venues le soir, on a travaillé jusqu'à tard dans la nuit pour pouvoir les imprimer. Et moi, quelques heures après, j'ai pris le camion, je suis parti en Italie, là où était l'événement, pour livrer les dossards. Donc non, à ma connaissance, on n'a pas eu d'événement, on n'a pas pu livrer le dossard. Pas de dossard, pas de chrono, pas d'événement presque. Donc c'est un peu le scénario noir que j'ose pas trop imaginer. Effectivement, vous faites tout pour éviter ça. Dans le kit, dans le matériel que vous avez pour chronométrer, de quoi est-ce qu'il se compose finalement? Alors, ce que les gens voient le plus fréquemment, en fait, c'est les tapis. Mhm. Des tapis de chronométrage qui viennent capter du coup la chip qui est collée sur le dossard. Et aussi, on a d'autres types de matériel qui sont aussi des panneaux qui ont exactement le même objectif. Et ensuite, souvent, ce qu'on voit le plus qui est le plus symbolique d'Datasport, c'est le camion rouge qu'on voit à l'arrivée avec le bureau et tous nos systèmes informatiques et de communication qui sont là pour... En fait, il faut s'imaginer que quand on a une course, ne serait-ce que de, allez, je dis 1000 personnes, avec plusieurs systèmes, on parle très vite de 30 à 40 000 données en fait dans cet événement-là. 30 à 40 000 données, et toutes ces données brutes de temps vont être compilées par nos systèmes et retranscrites à travers des classements, mais pas seulement des classements, c'est aussi des temps intermédiaires, des contrôles de sécurité, est-ce que la personne a effectué le parcours dans sa totalité, toutes ces choses-là, et puis savoir aussi relier les systèmes qui sont d'identification, c'est-à-dire la plateforme d'inscription et le système de chronométrage. Et voilà. Et toutes ces données-là, c'est un peu le chef de projet qui en est maître pendant l'événement et qui se doit de livrer quasiment live, en fait, toutes ces informations-là. Donc vous avez un cerveau, enfin des ordinateurs et un algorithme qui va justement effectuer ces différents contrôles, s'assurer le concurrent soit passé justement par tous les différents points. Est-ce qu'il y a une analyse peut-être de cohérence aussi par rapport au temps, se dire non, ces 3 km il n'a pas pu les faire en 1 minute 50, etc. Donc vous avez aussi ce savoir-faire-là au niveau informatique. Oui, effectivement, nous on a un peu une espèce de protocole ou process qui nous permet de voir effectivement entre le départ et une arrivée d'une course, de vraiment vérifier que chaque personne ait effectué le parcours, ou ça peut arriver malheureusement une détection qui ne se fait pas, et puis de vérifier avec la personne si elle a vraiment effectué ce parcours, s'il y a vraiment des anomalies étranges. Nous, on n'est pas juge en fait, notre seule mission c'est de livrer l'information à l'organisateur, et l'organisateur va décider ce qu'il souhaite faire pour ce participant-là. Après, l'erreur souvent, je vais dire, et les coureurs vont peut-être se reconnaître là-dedans, mais souvent c'est des erreurs de départ. C'est-à-dire que des personnes qui sont inscrites pour un départ à 10h partent à 11h. Au lieu du 10, elles partent sur le 5 parce qu'elles ont envie de changer ou parce qu'elles ne sont pas rendues compte. Ça arrive assez fréquemment chez les enfants et ça me fait toujours mal au cœur, mais il y a beaucoup d'enfants des fois qui partent dans un mauvais départ. C'est un peu tout ça qu'on va gérer et puis retransmettre à l'organisateur
qui va décider de la suite qu'il veut donner à ça. Et tu as un peu introduit alors un sujet que j'avais pas forcément envisagé d'aborder, mais alors c'est pas du dopage, mais la triche. T'as le dopage où justement on va apprendre un produit pour augmenter nos facultés. Là, on a un peu parlé du logiciel justement qui va analyser le parcours en fonction du temps que le participant a fait. Mais est-ce que vous avez des détecteurs d'anomalies aussi qui pourraient vous dire tiens, c'est bizarre, lui-là, par rapport à l'année passée ou aux 2 dernières années, il a fait 2 fois moins de temps et puis pourtant on ne sait pas qui c'est, quoi. Alors oui, on a des paramétrages qui nous permettent d'exclure automatiquement certains temps. Par exemple, si je vais prendre un exemple flagrant, mais si on organise un marathon et que la personne arrive à l'arrivée en 1h30, il y a assez peu de chances qu'il soit affiché. Okay. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas fait 1h30, mais il y aura forcément une analyse d'une personne qui va dire attention, là il s'est passé quelque chose, on va regarder pourquoi. Souvent, la plupart des anomalies, ce n'est pas forcément une volonté du participant de tricher, mais souvent c'est des gens par exemple qui peuvent abandonner. Donc je conseille aux gens qui abandonnent de toujours s'adresser à l'organisateur de Datasport pour annoncer leur abandon, et parce que souvent ils vont à la ligne d'arrivée pour encourager quelqu'un d'autre, etc. Et en fait ils sont captés, puis ils comprennent pas pourquoi ils ont abandonné, mais ils sont dans le classement. Donc faites attention à ces choses-là. Des cas de triche vraiment purs, c'est-à-dire quelqu'un qui voudrait gagner du temps, c'est relativement assez rare. On me pose souvent la question, j'ai l'impression que ça intrigue pas mal les gens, mais c'est assez rare et je pense que c'est assez difficile. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, je ne voudrais pas leur donner trop de... Oui, exactement, pas leur dire qu'est-ce que vous contrôlez, forcément. Mais je pense que c'est assez rare, il y a assez peu de gens qui essayent, c'est vraiment marginal. Et pour le peu de cas que j'ai vu, c'est pas trop difficile à trouver. Après, je profite de cet échange pour faire pour un peu prêcher pour ma paroisse, mais de faire attention aux gens quand ils échangent leur dossard aussi, ça apparaît assez vite. Quelqu'un qui donne son dossard, par exemple, je sais pas, monsieur qui donne à sa femme parce que ce jour-là il est un peu blessé, etc. Ça peut créer des problèmes pour la course. Il vaut mieux toujours l'annoncer. Je pense que la plupart des organisateurs ou Datasport est toujours prêt à faire un changement ou quoi que ce soit. Et puis, de faire attention surtout au dossard, de toujours le mettre devant, de ne pas le couvrir par une veste, de ne pas le mettre sur la jambe ou à l'arrière. Parce qu'il y a des gens qui font ça et ils se disent « Ah mais ça marche, j'ai eu mon temps ». Mais en fait, ça marche moins bien, la qualité de la réception est beaucoup plus faible. Et on se retrouve avec des gens qui malheureusement des fois on exclut parce qu'ils manquent de la donnée, parce qu'ils n'ont pas forcément été... ils n'ont pas forcément bien mis leur dossard ou ils n'ont pas été un peu négligents, on va dire. Mais bon, la plupart des gens, sincèrement, on trouve toujours une solution. Puis on a la chance, c'est que la plupart des gens ont quand même une montre. Une montre GPS aujourd'hui, ils ont Strava, et puis on peut vérifier certaines choses. Mais ouais, je profite aussi, au-delà du dossard, de comment mettre le dossard, de dire aux gens, annoncez toujours si vous abandonnez une course. Parce qu'il faut savoir qu'il y a quelqu'un derrière qui a passé 5 à 10 minutes à essayer de comprendre pourquoi on n'a pas la détection à l'arrivée, qui va signaler ça à l'organisateur, qui va peut-être vous appeler ou ce genre de choses. Et ça prend beaucoup de temps aux gens, alors que simplement, ils auraient pu l'annoncer. On a des fois, dans l'ultra-trail, on est jusqu'à en pleine nuit à essayer d'appeler des proches, des choses comme ça, parce que la personne est théoriquement encore dans la montagne, ou même aller sur son compte Strava pour voir s'il n'est pas rentré chez lui, ou son compte Instagram. Et ça fait parfois presque 1 heure de recherche et de l'inquiétude pour des gens qui auraient juste pu envoyer un message ou s'annoncer auprès d'un bénévole. Donc voilà, je prêche, je profite de l'occasion. Mais tu as bien fait, et c'est vrai que c'est très juste. Alors, quand tu parlais de la course, moi je m'imaginais le 10 kills, et puis je me suis dit, ouais c'est bon, un 10 kills, il imaginera bien que j'ai abandonné. Mais dans le cas de l'ultra en pleine nuit, c'est vrai que ça peut être dramatique. Si justement on pense que, non, finalement il est rentré chez lui. Alors j'imagine bien qu'il n'est pas rentré chez lui, mais... perdre du temps à rechercher quelqu'un qui n'est pas perdu ou qui a abandonné, ça empêche de rechercher quelqu'un qui aurait effectivement les problèmes. Donc c'est vrai que s'annoncer quand on s'arrête, c'est hyper important. Et du coup, pour les événements où c'est Datasport qui organise le chronométrage, c'est quoi le moyen le plus rapide de dire « levez la main, j'ai abandonné, j'ai le dossard tel et tel ». En général, il faut juste aller auprès d'un bénévole, D'accord. à l'arrivée ou même sur un point intermédiaire. Okay.
et dire voilà, numéro 450, j'abandonne. Et l'information est transmise directement à Datasport Ok. ou même l'organisateur parfois fait même lui la démarche pour le mettre en statut Mhm. abandon. Mhm. Donc ça, sincèrement, il y a toujours une possibilité où vraiment, dans le cas de l'Ultra Trail, en fait, ils ont des numéros d'urgence, Oui. donc ils savent toujours où s'annoncer. Mhm. Ou même parfois, ils ont des applications sur certaines plateformes de chronométrage, on peut carrément le mettre dans l'application qu'ils ont abandonnée. Mhm. Donc là, ils ont des possibilités. Ouais. Mais c'est vrai qu'il faut savoir que les gens qui abandonnent, même pour des 5 km, des 10 km, on fait constamment des listes auprès de l'organisateur pour lui dire attention, ces 10 Mhm. personnes-là, on n'a pas de détection à l'arrivée. Mhm. Et puis on ne sait pas dire est-ce qu'il y a eu un problème technique, est-ce que la personne a abandonné. La plupart du temps, c'est des abandons qui ne sont pas annoncés. Mais j'ai des organisateurs qui sont très pointueux sur la sécurité, qui appellent chaque personne. Mhm. Le Tour du Chablais, c'est le cas. Hein. Bien sûr. Pourtant, on dirait que c'est une petite course voilà, dans le Chablais, avec Mhm. quelques milliers de personnes. On va pas faire des recherches en hélicoptère, c'est sûr, mais il y a des gens qui s'inquiètent de savoir que Monsieur X ou Madame Y n'est pas à l'arrivée. Donc voilà, je profite de l'occasion parce qu'on n'a pas toujours C'est très bien. cette voie-là, cette voie de communication-là, mais n'hésitez pas à annoncer, ça Mhm. rend service à beaucoup de gens et ça nous permet de libérer du temps pour peut-être traiter des cas qui Exact. seraient urgents. Et dans ta carrière de sport service manager, est-ce qu'il y a eu une anecdote ou un événement particulier dont tu te souviendras toujours? Je pense que sa première fois, c'est toujours quelque chose. Mhm. Son premier événement, pour moi, c'était le Tour du Chablais, Oui. qui était le premier de ma saison. Et le premier auquel j'ai participé, mais pas forcément en tant que manager. Mon premier événement, en tout cas celui qui m'a le plus marqué, je suis parti en Autriche pour une course de ski. Il faut savoir, la course de ski, c'est chronométré, mais le système de chronométrage est enterré. Il est enterré à 10-15 cm sous la neige. Oui. Et c'est un peu notre bizutage quand on arrive, quoi. C'est-à-dire qu'on prend sa pelle et son piolet et voir sa tronçonneuse, et Oui. puis on fait des trous dans la neige sur 3, 4, 5 mètres. Ah ouais. À ça, en général, à 2000, 2500 ou 3000 mètres d'altitude. J'ai eu de la chance, il faisait beau déjà ce jour-là. Et puis on va enterrer ces systèmes de chronométrage, en tout cas ce qu'on verrait en course à pied comme un tapis, mais là c'est vraiment sous la glace. Et puis on va surveiller un peu ce système toute la journée, pendant tout l'événement. J'ai eu de la chance, il faisait beau, j'ai des événements comme celui-ci où il faisait pas très beau. Et en fait, on n'arrive plus, même avec la tronçonneuse, la glace est tellement dure, j'ai eu le cas là cette année, la glace est tellement dure qu'on est obligé de faire appel du coup aux dameuses en fait. Mhm. C'est les seuls à pouvoir déterrer le Matériel. le matériel. Puis il faut attendre le soir, presque la nuit des fois pour ça. Le petit avantage que je trouve, c'est qu'on est dans un endroit magnifique déjà d'une part, Mhm. et que quand on est technicien dans ces points, en fait, les pistes sont préparées par des professionnels la veille, Mhm. comme si c'était une étape de Coupe du Monde par exemple, et on est les premiers à descendre sur la piste. Oui. Ça c'est le petit avantage quand même. Presque souvent à la frontale, le matin, là, on est dans la première benne et puis on peut descendre la piste toute préparée, toute fraîche pour aller veiller à notre système de chronométrage. Donc il y a des souvenirs plus difficiles, mais il y a des souvenirs assez agréables aussi. Pas mal du tout, effectivement. Toi, tu me disais, tu t'occupais d'une dizaine, quinzaine d'événements. Cette année, je suis quasiment à 25 événements. Ouais. Mhm. Dans le monde entier, donc. Alors, principalement, en tout cas, historiquement, j'ai beaucoup en Suisse romande, beaucoup en Valais, principalement. Et en fait, cette année, je m'occupe d'un contrat qu'on a signé avec Ironman, qui s'occupe d'une partie des UTMB World Series, donc des ultra-trails qui se déroulent partout dans le monde. Ils sont presque sur tous les continents, je pense. Et j'ai 8 événements, je m'occupe du chronométrage et des dossards pour eux. Et grâce à eux, je dirais, j'ai l'occasion de voyager, d'exporter un peu notre savoir-faire. Alors, il y a un événement en Suisse qui est très connu, qui est très iconique, qui est l'Eiger Ultra Trail. Mais aussi, on va au Mozart en Autriche, au CAT en Autriche. On a un événement en Suède à la fin de l'année. On était le mois dernier en Croatie. Et on va en Afrique du Sud le mois prochain. Et un de nos plus importants est le Lavaredo cet été, où là, on va avoir presque 6000 coureurs.
sur une période de 4 jours. Et ça, c'est vraiment très intense pour nous parce que le suivi, forcément, c'est jour et nuit pendant 4 jours. Et là, on est sur des équipes de data sport et tous ceux qui viennent aider data sport. Je pense qu'on est sur une dizaine de personnes qui se relaient jour et nuit pour soit installer des systèmes, contrôler des temps de chronométrage. Et puis surtout, comme on parlait juste avant, il y a un aspect sécurité qui est très très important. Et là, on est en contact avec des chefs de sécurité vraiment 24 heures sur 24. Donc globalement, des belles expériences, des belles aventures, on rencontre beaucoup de gens, ça c'est très très agréable. Et souvent dans des beaux endroits, comme je te disais. Mais effectivement, ouais, le plus difficile, on va dire, c'est peut-être le sommeil qui est très léger. On cumule pas beaucoup d'heures de sommeil, mais peut-être qu'en tant que papa, on est habitué. Je sais pas, on a peut-être un avantage. Exactement. Quoique je suis un peu mauvaise langue parce que ma fille adore assez bien. Mais ouais, on a des projets très différents. Ouais, tu vois, demain soir, ça va être quelques heures de course dans le Chablais. Et puis la semaine prochaine, on peut partir prendre un vol à Genève et emmener des centaines de kilos de matériel pour aller faire un événement dans la Pampa, en Afrique du Sud, où l'organisateur est en train de t'expliquer, il faut faire attention au système, il faut bien l'attacher parce que des fois les singes s'amusent avec, tu vois. Tu vois, Effectivement, le contexte change. Il y a des choses un peu particulières et puis ouais, aussi ne serait-ce qu'en termes de communication, tu vois, il y a pas, quand on va à l'étranger, en particulier dans des grands pays comme l'Afrique du Sud, le réseau de communication, c'est pas forcément celui de la Suisse. Donc voilà, on travaille avec des systèmes satellites, on travaille aussi avec des trackers qui sont individuels pour chaque coureur. Enfin, il y a beaucoup de choses très différentes. Et puis il y a toujours des inconnus, et puis c'est ça notre métier. Le sel de notre métier, c'est de faire face à toutes les inconnus qui peuvent arriver. Voilà. Je pense que si je devais citer une des qualités des personnes qui sont là à ce poste-là, c'est vraiment la débrouillardise. Je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais la créativité face à l'inconnu, quoi. Tu parlais du couteau suisse, c'était une très belle image. Et puis le chronométrage, la précision helvétique, elle fait des merveilles. Et on l'exporte, tu l'exportes très bien dans le monde entier, effectivement. Donc c'est vrai que le Swissness s'exporte très bien. Et puis au niveau de la vie de famille, donc tu disais que tu avais une fille de 4 ans, c'est ça? Alors 4 ans cet été, ouais. Ouais, donc ça va, quand elle revoit son papa, elle le reconnaît quand même un petit peu. Alors moi je suis papa, on va dire, j'allais dire papa solo. En fait, je m'occupe de ma fille la moitié du temps. Et donc je passe quand même relativement pas mal de temps avec elle. C'est vrai que vraiment dans la très haute saison, je suis obligé de demander un petit peu d'aide familiale. Quand j'ai effectivement des événements très très loin où je suis quasiment parti pour la semaine. Mais j'arrive quand même à garder... ouais, je trouve que à quelques petites exceptions dans l'année, peut-être il y a quelques semaines dans l'année, on va pas se voir, mais sinon le reste, on est toujours ensemble, quoi. Toujours ensemble. Et si je lui demande, il fait quoi comme métier papa, elle dirait quoi? Papa, il est dans le camion rouge. C'est vrai, c'est très juste. Il faut savoir qu'à ses yeux, une des choses les plus incroyables pour elle, c'est de monter dans le camion rouge. On ne sait pas que les enfants, des fois, ils rêvent de choses, ils sont émerveillés de certaines choses qui, pour nous, sont tout à fait banales. Oui. Et pour ma fille, c'est de voir le camion Datasport, qui est pour elle grand comme une maison. Oui, oui. De monter dedans, c'est quelque chose, c'est toujours un voyage pour elle. Ouais. Et c'est une excitation quand je lui dis que je vais venir la chercher avec le camion rouge. Et papa, il fait les courses sinon. Oui. Je pense que c'est relativement vague dans sa tête, mais papa, il est sur les courses. Au camion rouge. Puis elle vient des courses. fois me voir sur les courses, participer aux courses enfants. Elle commence à avoir l'âge des toutes petites catégories. Et donc, ça, c'est vraiment... ouais, c'est chouette. Ça, c'est chouette de partager ça. Et ta prochaine aventure, du coup? Avec elle ou professionnellement? Professionnellement. Ma prochaine aventure, ça va être l'Afrique du Sud, le mois prochain. Quel event? Ça s'appelle le Mute by UTMB, qui se passe à George. C'est à 3-4 heures de Cape Town. Et là, on va être pendant une petite semaine pour l'événement. La course elle-même va durer, je pense, du vendredi jusqu'au dimanche. Mais bon, avec tous les aspects de préparation, douane, tests,
distribution des dossards, on est là dès le début de semaine. Mm. Et ça va être une belle aventure parce que il n'y a pas des routes partout comme chez nous. Il y a, je te disais, un réseau de communication qui est très différent, un environnement différent. Je ne vais pas être singe, mais il y a tout un tas de trucs où l'accès, où les... je ne vais pas dire hostile, ce serait pas très juste, mais on est quand même dans un univers un peu plus exotique. Et puis, en fait, il faut savoir aussi qu'en Afrique du Sud, il y a ce qu'ils appellent low shading, c'est des coupures d'électricité. Donc, l'électricité fonctionne par, on va dire, en général 3-4 heures de long. Et après ça arrête 3-4 heures et ça recommence. Donc il faut que tu cales tes systèmes pour que les batteries soient pleines au bon moment, etc. Donc tu as une gestion d'une 15-16 points comme ça pendant l'événement. Il faut t'assurer que la donnée remonte correctement, que tout soit bien connecté. Et ça c'est un petit challenge, c'est un peu... Je pense qu'il y aura 2-3 histoires à raconter après l'événement. Et d'ailleurs, je recommande l'Afrique du Sud, c'est un magnifique pays. J'ai eu l'occasion de voyager là-bas l'hiver dernier. Donc j'ai beaucoup de plaisir à y retourner. Même si effectivement, quand on y travaille, il y aura moins de temps de farniente. Ça c'est sûr, mais bon, je garde mon bureau de travail. Si c'est comme ça, je veux le garder pour le moment, je pense. Moi, je te souhaite une très belle aventure en tout cas, et puis je te remercie encore grandement de m'avoir fait visiter le cœur de la maison Datasport. C'était un vrai plaisir. Avec plaisir. J'espère que c'est difficile à décrire. J'aurais voulu en dire beaucoup plus, mais c'est beaucoup plus parlant quand effectivement tu es là et que tu vois toutes ces machines, toutes ces salles, tous ces stocks, tout ce personnel. Tu comprends effectivement tout ce que peut être l'envers du décor, parce qu'on a assez peu d'occasion de le voir, en tant que coureur. Exactement. J'ai eu cette chance-là, donc encore merci beaucoup. Mais de rien. Je te souhaite avec une plaisir. très belle aventure et à très bientôt. Merci. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Au-delà du mur. Si le sujet vous a inspiré ou intrigué, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Rejoignez notre communauté sur les réseaux sociaux et partagez vos réflexions avec nous. Je serais ravi d'entendre ce que vous avez pensé de cet épisode. Et si vous avez aimé, pensez à laisser un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide énormément à faire grandir la communauté d'Au-delà du mur. À très bientôt pour une nouvelle exploration de l'autre côté du mur. Jusque-là, continuez à questionner, à explorer et à repousser vos limites.